Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un enfant terrible de la scène gastronomique en principauté. Il n'a jamais cessé d'innover, de nager presque à contre-courant. Qu'il ait été à la tête de la scène musicale des années 90 avec le mythique blues au-dessus du Stars and Bars ou pionnier des menus éco-responsables, notre invité a derrière lui 3 décennies d'histoire. Bonjour Didier Rubiolo. Bonjour, merci de me recevoir. Didier, on dit 3 décennies d'histoire. En fait, ton histoire commence à Monaco ou tu as fait des choses avant d'arriver à Monaco? Ça se passe comment en fait? Mon histoire vraiment commence à Monaco parce que je suis arrivé en 80-81. Pour 6 mois, j'allais embarquer sur des bateaux pour partir à l'étranger. Tu étais chef déjà? Je venais de sortir de l'école hôtelière, une école hôtelière privée. J'avais devancé mon appel pour enlever ça. Et je suis arrivé par hasard pour faire une saison à Monaco. Et je devais le faire à la SPM, mais c'était trop grand. J'avais travaillé que dans des petits restaurants. Et je me suis retrouvé par hasard au Yacht Club. Au Yacht Club? Au Yacht Club, et je me souviens toujours, par un ami qui connaissait un oncle, ils avaient leur chef qui était tombé malade. Donc la SPM avait envoyé des jeunes pour le remplacer, mais ils avaient besoin pour la saison d'un jeune. Donc je suis arrivé là. Et en fin de compte, je suis jamais reparti. C'est jamais reparti, hein? Ouais, et c'était très... Alors j'avais adoré parce que c'était tout petit. Comme je connaissais personne, je faisais que travailler. Je passais ma journée là. Je faisais aussi en privé pour les membres qui me disaient « Oh Didier, tu peux venir cuisiner à la maison, ok ?» Donc j'ai fait comme ça, j'ai fait ma route. Fait ton trou, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais rencontré, il y avait un restaurant qui s'appelait le Roof Club, aussi à Monaco, qui était privé. Qui était très privé. Voilà. Et le propriétaire, un jour, m'appelle, il me dit... alors c'est très drôle, parce que là, c'était à la période où le Yacht Club était en première rénovation, parce que je suis arrivé dans le tout petit Losange d'Or. Dans le Losange d'Or, ouais. Et donc on n'avait pas de téléphone à l'époque, je n'en avais pas dans mon studio. Donc, ce monsieur avait laissé un message au Yacht Club qui se trouvait dans la salle du Loves Hotel, café de la mer. Café de la mer, oui. Et je passais de temps en temps, et il me dit « Didier, il y a un monsieur qui te cherche, il faut que tu le rappelles d'urgence. » Et en fin de compte, il avait mis un couple dans son restaurant, mais ça n'allait pas. Il me dit « Tu peux m'aider, il faut que je trouve quelqu'un. » Ok, comme je n'avais pas voulu aller au Loves quand il y avait eu le changement. Je travaillais que pour le privé. Donc j'ai travaillé pour lui. Et c'est là où j'ai rencontré Kate. Parce que je connaissais sa maman du Yacht Club. Et je rencontre Kate. Et donc voilà, d'un coup, c'est le coup. C'est le coup de foudre. On passe beaucoup de temps le soir à parler de restauration. Elle m'explique qu'il y a une idée de Tex-Mex à créer, qui était avec Maï, toute sa famille, la princesse, le prince. C'était tout un truc assez amusant. Tout le monde était enthousiaste. De vouloir créer, voilà. Et sa maman était arrivée un peu en avant. Elle avait trouvé un restaurant qui s'appelait le Vesuvio. Le Vesuvio, oui, exactement. Et on a créé le Texan. Donc, je n'avais aucune idée. Donc, je suis parti aux États-Unis pour aller essayer de comprendre ce qu'était le Tex-Mex. Et donc, on mangeait 5 fois par jour, dans tous les restaurants. Oui, parce que toi, ton éducation gastro-culinaire, elle est occidentale, européenne, quoi. Complètement. Elle était, donc, mes études, je les ai fait à Avignon. Elle était très méridionale. Italienne un peu aussi. Mais c'était très français, quoi. Moi, c'était surtout à l'époque. Le Tex-Mex, ça a dû te faire un... Au début, je ne pouvais même pas croire. Mais tu crois que les gens, ils vont manger ça? C'est vrai, ça vous vous êtes posé la question de savoir si les gens allaient le manger? Ah oui, ils mangeaient avec les mains et tout ça. Tu vois, les fajitas. Les fajitas, tu manges avec les mains. Ah oui, ça, obligatoire. Voilà, et tout. C'était tous les chimichanga, enchilada. Donc, j'ai revisité un peu les recettes, et c'était très excitant, et bon, on a fait un super succès. On a fait 5 années exceptionnelles. Le comptoir du Texan, parce qu'il y avait la salle, mais il y avait le comptoir du Texan. Le bar. Ouais. C'est-à-dire prendre une Corona avec un guacamole. Chips. Avec les chips, c'était le moment, quoi. Vous avez aussi lancé le Happy Hour, parce que c'était les premiers Happy Hour, c'était chez vous. Hein. Absolument, Happy Hour, Halloween, pour les enfants.
Qu'est-ce qu'on a encore créé? Mais c'était drôle parce que personne ne connaissait les brownies, les wings, les buffalo wings. Le banana bread, magique de Didier. Il va revenir. Oh. Mais bon, voilà, c'était un moment incroyable avec des gens du monde entier. Avec Kate, on a travaillé parce qu'on ouvrait ce restaurant et on le fermait. Et donc, 7h du matin, moi j'étais en cuisine, Kate devant. L'après-midi, on allait courir, on faisait une petite sieste le soir. Et tous les soirs à midi, on disait ça va, on va fermer tôt. Il y avait toujours quelqu'un, une célébrité qui arrivait, qui voulait faire un petit peu la fête. Et voilà, on restait jusqu'à 1h, 2h. 5 années, vraiment. C'était beaucoup de travail quand même, parce que les gens, on pense tous aux Texans en disant que c'était un huge succès, c'était vraiment une success story, mais vous avez beaucoup travaillé. Oui, j'ai eu un peu des cauchemars. Des fois, je me réveillais, mais non, ça va, Didier. Tout va bien. Et donc, comme vous ne travaillez pas assez, vous décidez derrière de faire le Stars and Bars. Alors, le Stars and Bars est très fun. Donc, on a eu une relation avec elle qui était incroyable, parce qu'on passait 24 heures et oui, vous travaillez ensemble et vous viviez ensemble. Mais on faisait tous nos sports, on s'est vraiment... Ça a été une fusion incroyable. Et le Star est arrivé avec un ami de Kate qui est venu, qui avait une ancienne usine à Fontvieille, qui était l'usine de Bachalon avant avec la Monégasque. Les sardines de la Monégasque. Et les anchois. Et après, il faisait un parfum dans cette usine, Monte Carlo Parfum, je crois que c'était. Ce monsieur nous laisse les clés de cette usine parce qu'il avait fermé. Et il dit, mais Didier, pourquoi vous ne faites pas quelque chose? Vous pouvez tout faire dans cette usine. Il avait une autorisation, donc on a les clés. L'après-midi, on allait courir. On faisait la sieste dans cette usine. Et on regardait, on imaginait, oui, on pourrait faire ça. Il n'y a pas de sport bar à Monaco, on pourrait faire un truc de live music. Le sport bar, c'est très, très américain. Voilà, exactement. Très américain. Ouais, télé, parce qu'il n'y avait pas de bar qui avait de télé, il n'y avait pas d'espace pour les enfants. Donc on avait un étage qui était réservé aux enfants avec un mini-bar et tout. Un étage du sport bar avec des billards, des télés, une arcade de jeux aussi. Une boutique, bien sûr, parce que là, c'était la venue aussi de ce merchandising, dans les restaurants. On était très pollueurs à l'époque. Et après, il y avait le rez-de-chaussée, le fameux live music, vraiment le truc, avec du blues, vraiment. Du live band, anyway. Live band, ouais. Et voilà, on a travaillé. Un ami qui était américain, qui était designer, il nous fait un dessin. Et d'un coup, on fait une levée de fonds parce qu'on n'avait personne, on n'avait pas d'argent vraiment. Et des gens nous disaient, mais si vous faites ça, on vous suit. Et voilà, on fait un dépôt d'une SM, on fait une présentation, même au Prince Régnier et tout ça. On dessine et tout ça. Tout le monde nous dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et après, il dit, mais c'est génial. Et on a plus ou moins l'autorisation. Et c'est là où M. Bernard Foutrier, à l'époque, d'un coup, nous convoque dans son bureau. Il dit, non, on ne peut pas vous donner l'autorisation dans cette usine. Et c'est là, Bernard pourra toujours dire, j'ai fait pleurer Kate. Une fois, oui, dans mon bureau, c'était Kate. Et on a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, revenez demain. Ok. Donc, premier soir, on va se recoucher, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire là? On a pris l'argent des gens, qu'est-ce qu'on fait? Et l'histoire, donc, je vais la faire vite quand même. Et le lendemain, il nous dit, non, on vient de reprendre des locaux sur le port. Quai Antoine Ier. Parce que finalement, l'endroit là, au Quai Antoine Ier, c'est beaucoup mieux que de l'usine. Mais complètement. On était des fins fonds. Il y avait peut-être que les Monégasques qui allaient nous trouver. Quoi, parce que le touriste, jamais il nous aurait trouvé. Parce que là, c'est idéal. Et voilà, et Kate a dit, mais on peut voir l'endroit? Oui, si vous voulez. Donc à l'époque, ça allait beaucoup vite. Il a fait faire venir une personne. Ils nous ont donné les clés, on est descendu. On est rentré, on a dit, c'est magnifique, on y va. On n'avait pas. Donc il fallait récupérer de l'argent dans là-bas. C'était très compliqué. Mais on a réussi. Et donc, le Star est né et ça a été un succès incroyable. Alors, le Star, qui donc reprend la tradition d'une nourriture américaine, quoi qu'il en soit. Voilà, américaine. Pas seulement Tex-Mex, américaine aussi. Complètement. Et le fameux brunch du dimanche. Le brunch avec le breakfast of the champions, voilà quoi. C'est là où on s'est retrouvé avec les champignons, les omelettes, le bacon américain, le pancake, avec le sirop, avec tout le grand bacon. Le vrai quoi. Ouais, là c'était bien riche, et c'est ce que les gens aimaient, le bon burger. Et après une fête ou le lendemain, on va aller prendre un burger avec des frites. C'est pour le hangover. Ouais, exact. Et là, on avait je me souviens, on avait les gens, ils partaient à 3-4 heures du matin. Tu les revoyais arriver à 2 heures de l'après-midi. C'était très parce que là aussi, vous restez sur le concept de l'usine, sauf que vous changez de disposition, c'est-à-dire qu'il y a le sport bar en bas, il y a les enfants au premier.
Et il y a le le club blues, au dernier. le club Ah, au dernier. Live music. Donc là, 6 années incroyables. Vous avez reçu la planète entière. Oui, mais c'était fou. Quand Prince vient jouer, le gars, il t'appelle à minuit, il te dit, oui, ça va si je viens jouer chez vous Ça demain. va si je viens jouer demain? Ouais, C'est qui au téléphone? C'est Prince. C'est pas Ah ouais, possible. oui, bah, si tu veux. Ouais. Alors. Et le gars, il vient. Et le gars, il vient. Et le gars, il vient il avec fait- 2 camions, il fait 2 concerts Il par fait an. 2 concerts par un et entièrement live. Là, absolument. Absolument live. Et avec, quoi, il y avait quoi, 500 personnes dans le blues? Même pas. Ouais, 300-400 max. Ouais, on était tous entassés. C'était Mais incroyable. oui. Mais c'était magique. Et je me souviens un autre aussi avec Stevie Wonder, Ouais. parce qu'il vient pour les Music Awards. Mais en fin de compte, il voulait de la nourriture américaine pour son band. Il nous appelle, il nous dit, est-ce que vous pouvez nous faire manger? Et Kate dit, oui, tu viens avec toute ton équipe. Moi, je te nourris, mais tu joues. OK. Deal. Et donc, très il vient. américain, ça. Ouais, voilà. très Un Français américain. jamais aurait osé. C'est ça. Et, Parce que Kate, elle avait ce truc quand même de décontraction magique. totale. Magique. Et d'un coup, ça devient des amis. Et le gars, pour 2 jours, il vient, il joue. Donc, on avait toute une scène là, parce qu'on avait un band qui était là, qui était le band du. Oui, parce qu'il y de avait la un semaine. band résident. quand même. Résident, Ouais. exactement, qui restait à peu près une semaine tout le temps. Ouais. Et donc voilà, il dit, ça va si vous laissez vos instruments pour Stevie Wonder son team? Ouais, pas de problème. On a eu plein. Tu peux comme prêter ça. ton piano à Stevie Wonder 2 minutes? Voilà. Et un mec comme ça, il ment, et d'un coup, il joue 1 minute de chaque morceau qu'il a créé. Donc tu te retrouves avec Un medley incroyable, Ouais, magnifique. Grand bonheur. On a vécu des choses incroyables. Et tu dirais que cette magie, c'est la magie de votre couple ou c'est la magie de tout ça qui a fait votre couple? Tu dirais que c'est l'un ou l'autre? Ah, les deux, parce qu'on a eu Vous êtes éclatés quand même. Voilà, exactement, on s'est éclaté. Tu vois, avec Kay, parce que tout le monde nous a dit, déjà quand on a fait le Texan, la famille est venue et dit, ouais, mais c'est pas bien, vous avez une relation, tu vois, Kay venait de dire, mais bon, comme on disait avec Kate, si on n'était pas tous les deux ensemble, il n'y a personne qui va travailler comme nous, faire 20, c'est ça. voilà, 20 heures. Parce que la restauration, il faut le dire, c'est un des métier heures, voilà. difficile. Ah. Hein. Voilà, et le star, c'est 7 sur 7, c'est tous les jours, et il faut y aller, quoi. Tu fais tout. C'est 7 sur 7 avec une amplitude horaire énorme, parce Ouais, que les débuts du Stars, il y avait le soir, le club, Tout le temps. ça finissait 3-4 heures du matin, Absolument. et donc ça ouvrait le matin à 8 heures. Donc, voilà. Petit déjeuner, café. Ouais, tu es là tout le temps, quoi. Oh, alors, on avait une bonne hygiène parce qu'on allait courir, faire du vélo, tu vois, on avait toujours quelque chose. Je faisais beaucoup de vélo à l'époque aussi avec des champions du monde de moto, de Formule 1. Donc, c'est ce qui nous tenait aussi d'avoir un bon équilibre. Mais par contre, voilà, mais après, tu fais de la création. Et tu fais un succès, tu rencontres les gens de la planète. Ouais. Donc, Parce qu'au Stars and Bars, dans les vitrines, il y avait le monde entier, qui avait des maillots, des chaussures, des combinaisons, il y avait des ballons, il y avait une Formule 1 au mur. Ouais, il y en a eu 2. Une qui partait au musée du Prince, une Jordan, qui était de Thierry Boutsen, et après, et de Mika Hakkinen et McLaren. Non, mais des trucs, mais on recevait tellement de choses. C'était tous des cadeaux des gens. Ah ouais. On l'a acheté une fois, c'était pour la MAD. Parce qu'ils avaient fait une grosse vente aux enchères. Ouais. Et il leur restait pas mal. Donc c'est là où on avait eu le body de Madonna, tout ça. Donc on a dit, OK, on prend tout. Et au moins ça faisait de l'argent pour la MAD, oui. Voilà, pour la MAD. Parce que, alors, votre couple, au-delà d'être visionnaire, entrepreneur, d'oser faire des choses, ça a toujours été un couple engagé. Hein. Vous aviez des idées que vous vouliez défendre. Hein. Alors oui, après on a vraiment découvert en 99. 99, on achète une propriété en Italie où il y a une cascade et on va refaire cet endroit de montagne qui était un petit hôtel. C'est à côté de Limone, non? Oui, à côté de Limone, à Limonetto. Alors donc on reprend tous les droits pour faire notre électricité et tout ça. Au même moment, par hasard, on se retrouve à acheter un bateau, vieux gréement, un voilier. Et c'est avec lui surtout que d'un coup, donc ce bateau arrive. On s'est dit, bon, on va aller vivre sur le bateau. Parce que pourquoi pas? Voilà, pour faire vraiment l'expérience, c'est de le vivre. Et on se retrouve qu'on doit prêter notre bateau 1 à 2 fois par an pour une ONG qui faisait la protection des cétacés en Méditerranée avec Pascal Mayol.
et ils créaient Repset, qui était un système satellitaire pour protéger. Mais ils avaient besoin de voiliers, pas d'argent. Donc avec Kate, on dit c'est parfait, on part une semaine avec eux, au moins on va apprendre. Et avec eux, donc on passe une semaine complète avec 5 scientifiques et qui nous expliquent les cétacés. Et c'est là où on commence à voir la pollution en mer, le changement arrivé, en montagne aussi. Et avec ces 2 éléments, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc on commence à rentrer dedans. Après on crée Monacologie avec Olivier Arnaud. Ouais. Et de là aussi, qui a été une très belle expérience, ça a duré 15 années. Maintenant, c'est dans le cursus de l'éducation nationale à Monaco. Donc, on a fait notre devoir d'informer. L'idée, c'était de faire de la pédagogie, ou en tout cas, encore à l'américaine, de faire des stands, de faire venir les gens, de discuter avec eux, de passer un moment. Voilà, faire des ateliers, que les gens montent, on partage. Et voilà, il faut donner ce mouvement et le faire comprendre. C'est de l'information. Et ça a été super, ça a été un succès. On avait 1500 élèves qui venaient, donc avec des gens qui nous accompagnaient. C'était super, super. Et de là, vraiment, on a pris. Après, donc, avec le Star, on a commencé. Qui était dit non, il faut arrêter, il faut enlever les pailles, il faut enlever les plastiques, il faut tout enlever. La viande bio. C'était elle ou toi le plus engagé? Je pense qu'elle était toujours là. On y va. Mais des fois, le moteur. Mais des fois, elle ne se rendait pas compte de la technicité. Ouais. Mais c'était génial parce que ça, c'était moi. Et donc, OK, on va y aller. Je vais trouver la solution. Je vais trouver la solution. Voilà, on va trouver la solution. Comment ça va faire? Oui, mais tu vois, je me souviens quand on a commencé pour tous nos burgers de la viande bio, notre producteur était à Lyon. Mais on sortait 300 burgers jour, 400 burgers jour. Oui, parce que c'est ça, le truc du Star, c'était le volume aussi. Voilà, on travaillait des volumes énormes. Et le boucher, après une semaine, est descendu, la compagnie, ils ont dit mais qu'est-ce que vous en faites de la viande? Parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à suivre. À suivre. Et alors qu'on était sur un marché, ils nous le vendaient 2 fois le prix de la viande de burger normale. Donc il dit mais pourquoi vous êtes fous? Vous êtes fous, ouais. Pourquoi vous en faites ça? Quoi? Vous en faites cadeau ou quoi? Ouais, c'est très cher et tout. Non. Mais bon, c'est tous ces points qui aujourd'hui je regrette en rien. Et quand je vois aujourd'hui où nous allons, c'est devenu vraiment la priorité et d'où est venue Conscientia. Qui aujourd'hui. Et oui, parce que à un moment donné, alors est-ce que c'est le départ de Kate, enfin sa disparition, qui a quand même été un moment difficile pour toute la communauté, hein. Donc je pense pour la famille du Stars and Bar aussi. Ah ouais, même là j'ai encore des émotions. Ouais. Je peux pleurer. Et donc elle s'en va, et là tu commences à réfléchir à autre chose. Oui, presque j'allais partir aussi. J'étais là, j'ai plus d'énergie, tu vois, il n'y a plus cette flamme. Et oui, parce que le Star, c'était vous, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, on travaillait tellement dans l'environnement, tout ça, que vraiment, j'ai vu des gens qui voulaient acheter, j'allais presque partir. Ça a été un gros challenge, parce que d'un coup, je parle à un ami, et c'est grâce justement à ces personnes-là qui m'ont dit non, Didier, tiens, il faut y aller. Ton idée, elle est trop géniale. Vas-y. Donc, c'est tout un groupe d'amis qui m'a poussé. Ouais. Donc c'est un gros challenge. Aujourd'hui, on est en retard, il a fallu trouver les fonds parce que tout le monde a dit métier. Oui, parce que tu as entrepris une grosse transformation du local. Ouais. C'est pas que de la déco, hein, c'est aussi une grosse transformation. Les cuisines, tout a changé. Le premier étage, le club a disparu. Ouais. Et là, on se dit, quand tu commences les travaux, on se dit ça va être quelque chose quand même, parce que mine de rien, c'est grand. Hein. C'est très grand. Chaque fois, c'est des gros investissements parce que c'est 1500 mètres carrés juste en intérieur. Et surtout là où on est allé pour faire. Donc, on a un super designer qui nous accompagne, qui est à Hong Kong. Et quand tu lances la machine, tu peux pas le faire à moitié. C'est ça. Et voilà, donc là, on a été en retard dans la construction. Donc, j'ai eu des investisseurs incroyables qui me soutiennent là aujourd'hui, mais qui sont magiques. Donc là, on a passé le plus dur. On a encore des pas à faire. Mais par contre, je sais que c'est tellement chouette. Donc là, j'ai déjà 2 meetings privés où j'ai invité de la technologie environnementale ou des startups, des gens qui sont vraiment impliqués depuis des années là-dedans. J'ai eu des personnes qui travaillent avec le Pentagone, avec l'ONU, qui sont venus expliquer ce qui est en train d'arriver. Et qui me dit, Didier, mais c'est incroyable, c'est ce qu'il faut faire. Alors, parce que le Conscientia, puisqu'on parle de ça, au-delà d'une nouvelle déco, d'une nouvelle organisation, etc., c'est un concept, déjà au niveau de la cuisine, de circuit court seulement. Ah, complètement. On a enlevé, donc en mettant Conscientia, j'ai dit, on enlève tout produit industriel.
Donc déjà, il n'y a pas de produit industriel. Il n'y a pas que ce soit liquide ou solide. Rien. On enlève. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien de fabriqué. De fabriquer industriellement. Ouais. Alors, on a par exemple, il y a du chocolat, mais qu'on va prendre quand même, qui est bio, qui va être naturel, avec des petites compagnies. On ne fait pas de sucre raffiné, on va les prendre du sucre de canne, des petits producteurs, voilà, tout, que ce soit les vins. La viande aussi, hein, tu m'as dit, il n'y a pas longtemps, je t'ai croisé, tu m'as dit que tu avais un petit producteur et que c'est pour ça que tu ne pouvais pas faire beaucoup de quantité. Oui, parce que je m'aperçois, donc c'est une race qui vient du Piémont, et je me dis, il me donne 25-30 kilos par semaine, c'est tout. Mais je ne veux pas trop en mettre, mais je veux en mettre parce que je veux mettre de la qualité. Ou sur commande, on peut en avoir des différents, mais c'est tellement incroyable. Donne-nous une idée, 30 kilos par semaine, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 100 couverts? Même pas. 30 kilos, tu fais 50 couverts. 50 couverts? Ouais, 50, 60. Non, mais ça fait pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Donc 60 couverts qui peuvent commander de la viande. De la viande, voilà. Et je trouve ça génial. Je trouve que, voilà, on peut faire... Nous, ici, on a tellement de la chance avec le végétal. Ouais. Entre la France et l'Italie, on a une panel par saison, parce qu'aujourd'hui, on travaille surtout le produit de saison. C'est ça, parce que tu fais du court et du saison. Hein. Voilà. Court, donc saison. Ça veut dire que des fraises chez toi en novembre, pas possible. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rentré des avocats de Menton, d'Alexandra, qui est une personne qui a 1 hectare ou 2 hectares, qui fait ses graines et tout ça, qui est magique. Elle sert pas mal de grandes étoilées aussi, de restaurants. Voilà, hier, elle m'a appelé, elle m'a dit, Didier, passe. Donc, il y a l'arbre tomate. Donc, elle m'en a donné 10. Ça tombe de arbre, tu l'ouvres et ça a le goût de la tomate, c'est génial. Donc on a dit qu'est-ce qu'on va faire, on va avoir peut-être 20 portions de risotto de pâtes avec ça, mais c'est génial. Donc elle m'a donné 10 avocats, donc après 8 avocats mais sans noyau, parce qu'ils n'ont pas été polanisés, donc c'est tout petit, mais c'est très, très goûteux, différent. D'accord. Voilà, on travaille comme ça. Après j'ai un autre qui vient de Cuneo aussi, qui m'amène certains épinards et tout ça, mais incroyable. Tu manges ça. Il a sa ferme. Voilà. Alors la question qu'on a tous envie de te poser, quand on a fait des success stories comme le Texan et le Stars & Bars, qui étaient quand même des grosses réussites commerciales. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que Conscientia, ça a les moyens? Parce que c'est très très intéressant ta démarche, mais est-ce qu'avec ça on peut gagner sa vie? Conscientia est grand, c'est pour ça qu'il va y avoir un members club. Je suis obligé de faire des centres de revenus différents. Oui, c'est ça. C'est pas la restauration, parce que la restauration sera limitée. Je peux pas l'agrandir. Donc si tu veux rester fidèle à ce que tu viens de dire, exactement. Tu peux pas. Exactement. Donc c'est par rapport aux événements. Et ce qu'on va faire, inviter les startups, de la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un étage aussi avec des salles pour le bien-être où les coachs, c'est privé, donc ils louent un espace. Ils louent un espace, en fait. Voilà, exactement, ils mettent. Donc ça fait un trafic. On va créer des smoothies, des différentes recettes. On va avoir des technologies où les gens vont venir aussi avec leur coach pour essayer. Donc, et après, le members, pour amener, de communiquer sur toutes les technologies différentes, que ce soit sur de la food tech, de déplacement, construction, et peut-être de créer un fonds de là, avec de l'investissement, avec les familiaux, les banques. Voilà là où nous devons aller pour réduire notre empreinte carbone, qui est la première des priorités de demain pour tout le monde. Aujourd'hui, on doit être tous solidaires, et surtout à Monaco, j'ai envie que Monaco devienne... Ça devrait être un hub environnemental, absolument, ça c'est sûr. Voilà. Mais pendant longtemps, sur la terrasse du Stars, tu faisais pousser le basilic, on la va menthe. continuer. Ouais. Vous allez continuer là? Oui, on va reprendre notre potager, et peut-être aussi de montrer, parce que là, on a eu, il y a 3 semaines, on a fait une dégustation. C'est une start-up qui est en Hollande, qui a fait ils ont fait leurs graines, 12 ans pour mettre au point. Il n'y a pas d'humains qui rentrent dans la serre. C'est des serres qui sont avec le soleil. Ouais. Et tu sors des concombres, des tomates, des produits qui sont incroyables. Tu n'as pas besoin de laver, 0 pesticides, bien sûr, 85% de moins d'empreinte carbone. Parce que donc c'est très technique. Parce qu'en fait, c'est comme si tu me disais, j'ai créé un endroit où vont venir tous ceux qui ont innové, quoi. Exactement.
En fin de compte, c'est ça, c'est de devenir un peu un centre, en fin de compte, un carrefour. Pour montrer que ça peut marcher. Ça marche. Et il y a tellement, aujourd'hui, on a des ciments verts, on a des sols qui vont être absorbants. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas, on a toutes ces technologies, mais pas besoin. Aujourd'hui, on vit encore dans le passé parce que c'est confortable. Sauf qu'aujourd'hui, la vague qui arrive, elle arrive de plus en plus vite. On va être obligé de le mettre en prend. Oui, mais tu as raison de dire qu'on vit encore dans le passé parce que c'est confortable. Parce que les gens ont cette image en tête de dire si je veux être propre, si je veux limiter mon empreinte carbone, si je veux faire du circuit court, ça va être compliqué en fait. Exactement. On se cache. Et moi, j'ai appris tellement grâce aux scientifiques, à la lecture, les gens que j'ai croisés. Et avec Kate, ça a été notre plus grand. Mais on peut plus se cacher. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, je pense qu'une personne... conscientia, ça vient de ça, je crois. Absolument, voilà, c'est la conscience. Et ça, quand le nom est sorti, c'est d'un coup parce qu'on faisait des meetings. Mais pourquoi on n'a pas conscience de ce qui se passe? Et tout le monde. Et d'un coup, tu te dis, mais on a le nom. On a le nom. Voilà, et après, il y a une personne qui a dit, mais il faut le mettre peut-être en latin parce que c'est plus vieille, ça mettra plus pour tout le monde de le faire comprendre. D'où conscientia est venue. Mais aujourd'hui, c'est ce côté-là. Et je pense que, déjà, on a un souverain qui est plus qu'engagé. On a même une principauté quand même qui fait beaucoup de choses, mais qui, aujourd'hui, j'aimerais avoir une communication. Je pense qu'on doit tous devenir humbles, s'unir, pour essayer de faire ressortir. Aujourd'hui, il y a quand même des gros problèmes qui vont arriver pour l'humain. Voilà, surtout, il faut... comment on va rester sur cette planète? Voilà, je veux dire. Donc nous, ici, on a la nourriture, et je pense qu'aujourd'hui, la personne qui est très riche, si elle doit payer sa taxe pour le kérosène, pour louer son bateau, c'est normal, je veux dire, ça va rien changer. Aujourd'hui, on va partir quand même. Donc, pourquoi? Elle est magnifique, la planète est magnifique. Ah oui. Et on a les plus belles choses, on a de la technique, allons-y, on se soutient tout. C'est pour demain, c'est pour nos enfants. Moi j'ai 62 ans, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils, pour demain, c'est pour leur donner des visions. Ton fils, il est déjà comment dire? Impacté. C'était très drôle. Au départ, non. Et depuis 1 an, oui. Ah, ça y est. C'est là-dessus où je me suis aperçu, il ne faut jamais pousser, juste communiquer. Je ne veux pas juger. Même tout ce qu'on a fait dans le passé c'est le passé. Aujourd'hui, Paul est tombé, il est cassé, c'est pas grave. On avance. Aujourd'hui, je pense que et surtout en principauté, si tout le monde ne regarde pas, parce qu'il y a tellement ici, et c'est comme les petits villages, tellement, oui, mais lui m'a dit ça. Non, avançons. Aujourd'hui, on a des vraies données, il y a des vraies données de scientifiques. J'ai adoré le rapport qui était sorti, qui avait été fait dans les années 70 par tous les scientifiques, et qui avait été démenti à l'époque par tous les lobbies qui avaient dit non, mais aujourd'hui... Il est tellement vrai, Il est vrai, mais maintenant il est certifié par la technologie d'aujourd'hui et par les scientifiques. Donc, ces gens-là avaient raison. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire qu'ils n'avaient pas raison. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, allons-y. Vous avez les informations. Aujourd'hui, on a toutes les informations. On a de la technologie. Il y a tellement belles technologies qui sont là, sur le photovoltaïque surtout. Comment replanter? Là, j'étais avec Maxime de Rostand. On doit refaire les haies. Donc là, il est allé pousser Macron, il a réussi à voir. Donc, ils font des pépinières pour aller refaire les haies dans les champs. Parce que s'il y a les insectes, ils ne vont pas sur la production, ils restent dans leur habitat. Dans leur habitat, oui, bien sûr. Et tu as la biodiversité, tu as tout ça. C'est tellement génial quand tu écoutes tout le monde. Ok, mais alors tu me dis, ton fils depuis 1 an, il y est sensible, ou en tout cas il est impacté. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi de la sensibilisation dans son école, dans sa classe il a hérité de toi cette envie d'expliquer? Je pense, parce que au départ il vient pas, je lui dis, moi il n'y a pas d'internet à la maison, il n'y a pas de télé, non, il n'y a pas. Voilà, non, on va aller vivre comme ça. Mais c'est par ses gestes, tous les jours que je le vois. Et maintenant, il me dit, papa, et tu as raison. Et voilà. Non, mais c'est normal parce que ils sont là, dans le milieu, mais son comportement... Ok, tu dis, il n'y a pas d'internet à la maison. Et comment tu fais alors pour rester... Pas de télé. Comment tu fais pour t'informer? Je le fais quand je suis au travail, dans mon bureau, dans des moments. Je le veux pas. Tu limites. Pour le limiter, pour avoir ce moment où je vais lire. Alors j'avais découvert la lecture, c'était sur le bateau avec Kate.
parce que le bateau bougeait, mais on était toujours à bord. Et j'ai jamais aussi lu qu'à bord du bateau, parce que donc on n'avait pas d'électronique non plus sur le bateau, donc voilà, il n'y a pas de communication, et ben voilà, et tu reprends, tu vis avec le moment. Tu faisais à manger sur le bateau? Ah oui. C'est pour ça que les scientifiques revenaient chaque année les mêmes, parce que c'est la meilleure semaine qu'on passait. C'était ma question, c'était comment tu faisais pour charmer les scientifiques? Tu faisais de la cuisine, quoi. Ça, c'est sûr. C'est super. Aujourd'hui, tu cuisines toujours? Ah oui, là, je suis reparti. Alors, j'ai Dorato, Héloïse Dorato, qui est mon égale, c'est une jeune fille qui est super. J'adore travailler avec elle. Et en fin de compte, je suis retourné en cuisine, pas full-time, mais quand même, je passe beaucoup d'heures tous les jours. Ouais. Mais par bonheur, parce qu'on crée, voilà. Donc, ce matin, j'étais chez Alexandra prendre tous les légumes. Après, cet après-midi, on était en train de faire des recettes aussi pour la semaine du déchet, pour faire 0 déchet. Donc, comment on peut travailler? Donc là, on a dit, tiens, on prend une pomme. Donc, avec l'épluchure, on va faire quelque chose. L'intérieur, on va faire autre. Et même les pépins, on va faire une sauce. Voilà. Donc, c'est génial parce qu'on prend la pomme et il y a 0 déchet. Il y a des gens qui étaient avec toi dans l'aventure Stars & Bars qui sont restés à Consciencia? Tout le monde. Et c'était très drôle parce que les anciens chefs qui étaient avec moi sont tous restés. Au début, ils avaient très peur parce que j'ai des Philippins, des Indiens, Sri-Lankais, Français et un Italien. Et donc le changement... Il y a le monde entier chez toi. Voilà, le changement, c'est jamais. Les gens n'aiment pas. Et aujourd'hui, ils sont tellement contents parce qu'ils travaillent plus sur la masse, mais sur la qualité. Donc ils apprennent. Et on change des recettes. On fait 2 menus tous les jours. Donc voilà, après parce qu'en fait, ta carte, elle bouge beaucoup, puisque si elle est fonction de ce que tu as... on est en numérique, en fin de compte. Le risotto, c'est... des fois, le matin, c'est avec tel légume. Le soir, c'est un autre. Ça va être peut-être avec de la volaille. Faut pas rater, quoi. Hein. Faut pas rater le moment. Hein. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Les quantités sont bizarres. À midi, on avait une soupe, mais après 40 minutes, il n'y en avait plus. On a dû faire une autre soupe. Parce que voilà, tout le monde a pris la soupe. Ah oui, mais ça, c'est... Mais c'est génial. C'est la rançon du succès aussi. Hein. Est-ce que la clientèle a suivi? Une partie de la clientèle, oui, ça tourne. Aujourd'hui, tout nous regarde, il faut qu'on ajuste les prix, tu vois. On est encore, mais on a beaucoup aussi d'anciennes clientèles qu'on n'avait plus vues, mais qui aujourd'hui, leurs enfants ont grandi, qui ne venaient plus aux Stars, mais qui viennent maintenant et vraiment régulièrement à Consciencia. Que tu ouvres depuis le petit déjeuner, pareil, c'est jusqu'au soir? Oui, au départ, on ne savait pas si on allait garder l'équipe, mais en fin de compte, avec la cuisine, on a 2 équipes. Donc, la cuisine ouvre de 11h jusqu'à 22h30. Et le matin, maintenant, là, on va finaliser notre carte offre petit déjeuner avec des smoothies, mais aussi côté très naturel, bien-être, qui sera mis aussi. D'avoir vraiment une offre là-dessus, avec des différents produits, pour faire connaître aussi. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais prêt d'arrêter de vendre et que finalement, tu t'es laissé convaincre. Oui. C'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de courage, là, de faire ce changement-là, non? Oui, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand je vois où nous allons et qu'on ne prend pas encore en compte aussi l'importance, je suis très content parce que je vais faire partie de ce monde où on va quand même un peu souffrir. Donc, si on peut amener des vraies réflexions, ça donne un sens au chemin. Parce que demain, je serai parti, ok, je peux aller faire une ferme, je peux le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, Monaco m'a tellement apporté. Et j'adore être ici. Oui, parce que j'ai dit 30 ans, mais en fait, c'est 40 ans. Oui, 40 ans. Et aujourd'hui, tu as tellement de chance ici. Tu as la mer, la montagne, tu peux aller skier, tu vas nager l'après-midi. C'est beau, moi je circule plus ou moins toujours qu'en vélo, donc tu vas d'un bout à l'autre et pas de problème. En vélo électrique ou pas électrique? J'ai les deux. Mais les deux quand même, hein. Ouais, mais parce qu'à Monaco, il y a des endroits, c'est difficile. Oui, voilà. Si je dois mettre une veste, je vais prendre l'électrique. Si je peux rester en short comme je suis tout le temps, je prends le normal. En short comme tu es tout le temps. Est-ce que tu me disais tout à l'heure qu'au Blues, il y a eu tellement de célébrités qui sont venues. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec Consciencia, tu vas créer une autre communauté ou c'est toujours la même communauté qui va vous entourer? Parce qu'il y a quand même encore des gens... tu me dis, il y a une ancienne clientèle qui revient, tout ça. Donc vous avez aussi un club de supporters, non? Oui. Non, il y a une fan club. Oui, il y a un fan club. Je pense qu'il y a une belle communauté qui va continuer à nous suivre, mais il y a une nouvelle
communauté. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré juste avant la fermeture Banqui, qui va venir, le chef amazonien. Oui. Ils vont venir pour la présentation. Donc là, ils nous ont appelés il y a 2 jours, parce qu'ils sont plusieurs, et dont une personne qui travaille à l'ONU, qui s'occupe d'eux. Nous dit, Didier, quand tu as ouvert, on veut faire quelque chose chez toi. Parce que tu as mis un arbre au milieu, quand même. Voilà. Hein, il y a un arbre au milieu du bar. Oui. Il y avait une Formule 1, maintenant il y a un arbre, c'est pas mal. Ça. C'est l'évolution. Et Comment tu l'as fait rentrer ton arbre? Non, en fin de compte, on n'a pas pu en mettre un vrai, donc c'est un faux. Mais il est magnifique. Et très beau, oui. Tout le monde tombe, et j'ai trouvé une compagnie à Reims qui nous a fait ça. Et tout le monde... c'est le symbole de l'endroit. Ton arbre au milieu du bar, c'est... Voilà. Donc voilà, on a des gens comme ça qui de suite veulent faire des prestations chez nous. Ils emmènent un musicien. Je dis oui, pas de problème. Toutes ces recettes que tu as apprises, parce que on disait le Texan, c'est toi qui faisais les cuisines du Texan. Ouais. Le Stars and Bar, en tout cas au début, c'était toi qui faisais. Donc toutes ces recettes, est-ce que tu as pensé un jour à trouver un moyen de les transmettre ou pas? Mais avec Kate, on pensait ça, de faire, parce qu'il y a tellement d'histoires. Tu peux faire des cours de cuisine, tu peux faire un livre, tu peux faire des choses. Non, il y a des gens, pour l'instant, vous l'avez conscience, là, parce qu'ils me demandent beaucoup, donc, mais peut-être demain, oui. C'est une possibilité. Parce que sinon, est-ce que ton fils cuisine avec toi ou pas? Non. Il a cuisiné, mais moi, il est venu quelques fois. C'était trop mignon. Il dit, je veux cuisiner. Bon, il n'est pas encore, mais je pense qu'il va apprendre. Il va. Et je pense pas qu'il deviendra cuisinier, je crois. Je suis pas sûr encore. Mais il aime bien. Toi, quand tu dis à tes parents, je veux être cuisinier, qu'est-ce qu'ils te disent? En fin de compte, c'est mes parents, parce que c'est un ami à eux qui était chef sur une grande compagnie aux États-Unis de bateaux de croisière, qui venait de prendre sa retraite dans le Luberon. Mes parents s'occupaient de ses voitures. Et, mes parents avaient un garage. Et le gars, il dit, voilà, moi j'ai pris la retraite, mais c'était un super métier, je voyageais, je fais le tour du monde. Donc mes parents me disent, mais c'est Didier, ça t'intéresse pas. Ouais. En fin de compte, tu as 17 ans, tu sais pas quoi faire. Ouais, pourquoi pas. Il y avait une école à Avignon privée. Le mec, il me dit, mais après tu fais ça, et moi je te donne toutes les ouvertures, je peux t'inscrire dessus, tu n'as aucun problème. Et donc je suis allé faire cette école, j'ai fait tout ça, et voilà. Je me suis retrouvé dans la cuisine par hasard, directement. Mais après, ça a été un plaisir. Dès que j'ai découvert, ça a été vraiment un grand plaisir. Et j'ai fait des maisons qui n'existent plus, mais dont une maison qui était incroyable. À l'époque, dans les années 67, je ne sais plus comment, ils faisaient 100%. Tout ce qui rentrait dans cette maison était fait par eux. On faisait les boîtages, on faisait tout. C'était une école incroyable. C'est à quel moment que tout ça a changé, est devenu très industriel, tu penses? Alors, j'ai vu vraiment le côté industriel arriver quand on a commencé à faire le Texan. Mm-hmm. Et c'est là où ça a commencé à avoir les magasins comme Métro, tu vois, les supermarchés. J'allais parler de Métro parce que et encore même... C'est l'œuf dur en rouleau. Oui, voilà, à cette époque, il y avait des produits qui arrivaient sur les marchés. Et ce que j'avais vu aux États-Unis aussi. Mais là où ce qui était très flagrant, c'est que d'un coup, tu t'aperçois que les gens ne cuisinent plus. Et même quand les supermarchés ont commencé, tu avais peut-être que 10 mètres de linéaire de produits fait, tu vois, des recettes, des trucs. Tu l'avais un peu surgelé. Maintenant, voilà. Qu'on achète. Et maintenant, tu as 50 mètres, 100 mètres, et tu es là, tu dis, mais comment? Et aujourd'hui, par exemple, quand tu t'occupes de toi, et dans la nourriture, par exemple, avec les pesticides, tu t'aperçois que, si tu manges bien, tu n'es pas malade. Je veux dire, aujourd'hui, je touche, mais je ne prends pas d'antibiotiques, je n'ai jamais rien pris. Parce que ça fait 30 ans que tu manges bien? Oui, je pense que j'ai beaucoup de chance. Et justement, parce qu'ici, on a des produits qui sont incroyables. Ouais. Donc, comme je cuisine, j'ai toujours cuisiné pour Kay, on a toujours cuisiné. Mais en même temps, on sait ce qu'on va prendre comme produit. Et c'est juste simple. Oui, c'est simple, mais il y a peut-être derrière une logique économique aussi, parce que malheureusement, on parlait de la difficulté de ce métier, de la dureté du métier de restaurateur, mais il y a aussi une difficulté économique. C'est un métier où pour gagner sa vie, il faut beaucoup travailler, et pas que, quoi. Ouais, il y a beaucoup de travail, mais je crois que c'est le marketing. Il y a eu un marketing qui est fou. Si on revient, par exemple, à un truc qui est très amusant, qui est maintenant à l'ordre du jour, tu prends la bouteille de vin. Ouais. Dans l'après-guerre, le vin, tu avais 2 choix de bouteilles. Il y avait la grande bouteille 1 litre étoilée qu'on appelait, et les domaines qui avaient une bouteille de vin, il y avait la Bordeaux, 2-3. Mais plus ou moins toutes les bouteilles de vin étaient en consigne. Ça marchait.
petit à petit, en fin de compte, le marketing, le packaging est arrivé. Chaque domaine a créé une bouteille. Donc, après, de faire laver, un domaine faire laver, c'était plus bon. Donc, on commandait des bouteilles. Aujourd'hui, donc ça a commencé dans les années 60-70. Aujourd'hui, en 2023, on s'aperçoit qu'on a un gros problème de verre. Ouais. On n'a plus de verre, problème de sable, les bouteilles deviennent très chères, les gens n'en trouvent plus. Donc on revient. Il y a récemment, on avait une discussion avec un producteur d'huile d'olive qui nous disait que le tarif du litre augmente pour 2 raisons. 1, le problème des olives, très bien, et 2, le problème du verre. Ouais. Et donc aujourd'hui, la consigne redevient à la mode. Donc maintenant, ça y est, il y a des grosses centrales qui se remettent de lavage, parce que c'était le problème. Mais c'est génial, parce que si tu analyses, on n'a rien fait du contenant, en fin de compte. Non. C'est juste un marketing, un business, ça a fait de l'argent. Ça n'a rien amélioré le produit. Le produit n'a pas été amélioré. Et donc aujourd'hui, on va revenir. Mais quand on regarde cette empreinte carbone qu'on a créée en 40 ans, et pour faire ces corrections, et ça c'est un exemple. Et dans parce que le système de la consigne, à une époque, quand tu ramenais tes casiers avec des bouteilles, on te les payait. Hein. Absolument. Et s'il en manquait une, tu payais celle qui manquait. Exactement. Si tu l'avais cassé. Exactement. Mais c'était génial. En fin de compte, on revient. Hein, et aujourd'hui, les plus belles techniques, c'est les techniques des anciens. On va rechercher des choses qui existaient déjà. En fait, on n'invente rien. Hein. Non. Et dans le culinaire, aujourd'hui, même les grands chefs, les grandes tables, aujourd'hui, on a enlevé. Par exemple, aujourd'hui, tu vas dans un 3 étoiles, il n'y a pas de nappe, où justement, on va casser ces points qui sont c'est la dépense énergétique inutile, c'est ça que tu dis. Oui. Et par exemple, je me souviens, il y a une dizaine d'années, là, quand ils ont commencé à sortir, tu étais dans les grands restaurants, hôtels et tout ça, tu avais toujours cette éponge qui mouillait devant toi. Voilà. Quand tu réalises l'empreinte que ça fait, tu dis, pourquoi c'est pas forcément très engageant non plus. Hein. Non, voilà, mais c'est tous les produits qu'on a mis, tout le monde le mettait, mais quand on sait que c'est fait par milliards, et que ça vient de Chine, bien sûr, et voilà. Aujourd'hui, je pense que la fraise de l'autre côté du monde doit rester là où elle est. C'est même les fleurs. Aujourd'hui, quand le premier producteur, on nous dit de fleurs, de roses et quelques autres fleurs, ça vient du Zaïre. Ils ont pas d'eau et on fait des fleurs. Pour inonder l'Europe. Oui, c'est étrange. Pourquoi ? Est-ce que ça va nous embêter si on arrête ces produits-là ? Je pense pas. Je pense qu'on peut arriver à trouver autre chose. Une branche jolie avec des feuilles. Mais bon, la cuisine aujourd'hui, je trouve que dans la direction où elle va, c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve le goût de choses qu'on ne mangeait plus. Tout à fait. Toi, tu parlais de Consciencia, il y a quand même des recettes, comme des produits que vous mettez sur la table, qui étaient des produits qu'on n'avait plus, quoi. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, on peut cuisiner pour pas très cher non plus. Mais aujourd'hui, tu prends la topinambour, que ce soit crue, purée ou sautée, c'est magnifique. Ouais. Et ça se mélange avec plein de choses. Aujourd'hui, la Consciencia, on va mettre des nouvelles recettes à jour et c'est génial. Vous essayez beaucoup ? Oui. J'adore. Ça doit prendre un temps. Non, oui, mais c'est créatif, c'est excitant et ça excite tout le monde. Et j'adore quand l'équipe aussi. Allez, venez, qu'est-ce qu'on peut faire, ou que ce soit même les cocktails avec le bar où chacun fait une création. Ce qui est étonnant quand on t'écoute, Didier, c'est qu'on se dit que tu as essayé. Enfin, ce que tu veux faire, c'est mélanger une philosophie et un style de joie de vivre aussi. Oui. Et parfois, quand on pense écologie, environnement, c'est pas joyeux, tu vois ? Ouais, c'est vrai, mais tu sais, par exemple sur la mode, quand je vois ce marketing, tout ce qui est fait, on a envie, d'un coup tu vois, il y a une nouvelle veste, il y a un nouveau, c'est superbe. Ouais. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc après, c'est juste que. Oui, c'est ça. C'est quand, dès que tu vas dans la nature, tu vas dans un endroit. C'est magnifique. Quand tu prends le temps, tu marches, tu fais vraiment l'action. Mais tu oublies le magasin, tu es juste appréciatif. Ouais. Et je pense que des fois, on l'oublie parce qu'on va tellement vite, on zappe tout le temps, on ne sait pas apprécier le moment. On ne sait pas apprécier quand l'air est bon, ou tu as un air pollué ou un air bon. Apprécie. Alors justement, tu me dis apprécier le moment. Quand même, est-ce qu'il y a un moment dans ces 40 ans
qui, toi, reste ton moment le plus incroyable? Ah oui, je pense que... Bon, avec elle, quand on a ouvert le Star, c'était incroyable. Je me souviens toujours d'être dans le bureau un soir, de voir la ligne de voitures, qu'est-ce qu'on a fait, tu vois, tous ces trucs. Bon, tous ces moments, enfin, j'en ai tellement, parce que ces partages où... Ouais, ça, c'est dur d'en trouver un. Hein. Ouais, on rentrait le soir et il fallait qu'on passe une heure encore à se parler, de dire, ouais, c'était incroyable, voilà, on était... Vous parliez en français ou en anglais? Français. Enfin, de compte, moi, je parlais très mal, je parle toujours très mal anglais, mais c'est elle qui m'a poussé. Mais elle parlait déjà français au départ, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Ouais. Mais bon, c'est une personne qui était incroyable. Et voilà, un échange, et une vie on l'a passée, parce que ça se côté, mais ça nous a appris à avoir confiance. Ouais. Si je mets les côtés qui étaient durs, quand vous n'avez pas d'argent et que vous devez payer, que vous arrive, que il y a des choses qui... Avec les employés, les fournisseurs. Oui, il y avait plein. Mais bon, on était très positifs, on est toujours resté positifs, et aujourd'hui, pareil. Et ça, ce que j'aimerais enseigner à tout le monde, regardez toujours le côté positif, parce qu'il y a toujours une solution. Il faut être dans l'amour, et justement, la sagesse est tellement chouette. Tu es optimiste, quoi. Ah oui, même... Quand moi j'ai su la maladie de Kate, on a passé les 6 derniers mois où on a passé des moments tellement incroyables, d'échanges. Alors, c'est vrai que spirituellement, on avait toujours eu des conversations incroyables, mais les derniers, c'était magique. Ouais. Même si c'est dur, hein, tu penses on peut sortir, mais après tu t'aperçois ça va pas sortir, on va pas s'en sortir, mais par contre on peut échanger. On peut profiter du temps. Voilà, tout et chaque seconde. Et ça, c'était waouh. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Moi, je suis très content de ce que je fais déjà. Donc, je dis merci d'être là. Souhaiter, j'espère que je pourrai donner un peu de lumière et qu'on continue avec tout mon alco, qu'on devienne tous en soutien, humble. Quand je vois tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est dur. Je crois que des fois, j'entends des mini-guerres ici pour rien, et qu'on soit tous ensemble et qu'on aille dans la même vision, parce qu'on peut quand même vraiment amortir notre changement climatique. On peut faire de superbes actions, mais on doit enlever nos égos, d'être tous ensemble. Et je crois que c'est vraiment un pays où on peut le réaliser. Il y a très peu d'endroits au monde. J'ai parcouru le monde, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'aller un peu de partout. Et je me dis, chaque fois qu'on revenait ici avec Kate, on était là, on dit waouh, c'est le plus bel pays du monde. Ouais. On n'en est pas conscient. On doit en avoir plus conscience. Oui, consciencia, de nouveau. Merci. Merci Didier. C'était vraiment très chouette. Merci. Merci à toi.